c'est le chaos. Alors, les 3 premiers jours, j'ai créé le ciel et la terre et la mer pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le 4e jour, il crée la végétation parce que ça fait joli, et puis pour la photosynthèse. Le 5e jour, comme grâce à la photosynthèse, il y a de l'oxygène, il crée des animaux de toutes sortes, du plus petit au plus grand, du plus lent au plus rapide, du plus poilu au plus écaillé, de tout. Le 6e jour, il crée l'homme, il n'est ni le plus rapide, ni le plus lent, ni le plus grand, ni le plus petit. Il n'a ni de poils, ni d'écailles, il est tout nu. Et ce premier homme, Adam, se retrouve au milieu de cette forêt, cette végétation, et au milieu de tous ces animaux qui lui font un peu peur. Au bout d'un moment, il demande à son créateur, « Seigneur, Seigneur, j'ai un peu peur et je ne sais rien faire, je ne peux pas courir pour m'enfuir aussi vite qu'une gazelle, je ne peux pas m'envoler comme les oiseaux, je ne peux pas plonger et nager comme les poissons, je ne peux même pas sauter comme une grenouille. Alors, au moins, s'il te plaît, crée-moi un compagnon. » Dieu est d'accord et il crée la femme. C'est Ève. Adam et Ève sont en tout point pareils. En tout point, sauf un. Alors qu'Adam est quelqu'un de très timide et très obéissant, Ève, elle n'en fait qu'à sa tête. Alors quand Dieu leur dit, vous pouvez manger de tout ce que vous voulez, sauf de ces pommes-là, de ces fruits sur l'arbre là au milieu. Adam ne discute pas, bien sûr, Seigneur, bien sûr. Ève dit, mais pourquoi? Parce que je l'ai dit. Bon. Et puis Ève, elle ne pense qu'à ses pommes maintenant. Attends, viens, juste une pour goûter, juste une. Et Adam, non Ève, il a dit qu'on ne toucherait pas. Alors Ève n'en parle plus. Le temps passe, mais pas l'envie. Alors un jour, Ève, pendant qu'Adam s'est éloigné un peu, court vers le pommier, attrape une pomme. Et là, gros coup de tonnerre, les nuages s'écartent et Dieu arrive. Ève, qu'est-ce que j'avais dit? Ève, qui a encore la pomme dans la main, ne peut pas nier. Tu seras puni pour m'avoir désobéi. Tu vas désormais porter la trace de ton péché dans ton corps. Dieu prend la pomme, la coupe en deux et plaque les deux moitiés sur le torse d'Ève.
Il vient de créer ce qu'on nommera plus tard des saints. Adam a entendu tout ce vacarme, il s'approche. Il s'approche encore. Il va passer les yeux. Et lui qui n'aurait jamais touché à un fruit de cet arbre, voyant ces deux pommes, de moitié de pommes, il pose ses mains dessus. Ève pose ses mains à elle sur les siennes et pour la première fois, ils font l'amour. Alors on dit que Adam et Ève se sont fait chasser du paradis pour avoir goûté aux fruits défendus. Mais pas du tout, c'est faux. Adam et Ève ont créé l'amour et en créant l'amour, ils ont trouvé le paradis et chacun, aujourd'hui, qui veut goûter aux fruits défendus, eh bien, retrouve ce paradis aussi. Mathilde a toujours rêvé d'épouser un homme riche, capable de satisfaire ses envies d'élégance, de luxe, de marque. Mais comme elle vient d'une famille pauvre, elle s'est laissée marier à Eugène. Eugène, petit fonctionnaire au ministère. Elle a une amie, Mathilde, son amie d'enfance, sa seule amie. Elle s'appelle Jeanne. Elle a épousé un homme riche. Elle a un bel intérieur, un mode de vie raffiné. Mathilde va la voir de plus en plus rarement parce qu'à chaque fois qu'elle revient chez elle, elle est toute déprimée. Un soir, Eugène revient du travail, tout content. Mathilde, regarde ce que j'ai. Une invitation au grand bal du ministère. Que veux-tu que j'en fasse? Je ne peux pas y aller. Je n'ai rien à y mettre. Allez, Mathilde, j'ai eu un mal fou à les avoir, ces invitations. Non, n'insiste pas. Je ne veux pas avoir l'air d'une femme pauvre au milieu de femmes riches. C'est trop humiliant. Oh, Mathilde. Bon, écoute, j'ai quelques économies. Tu vas aller te faire une robe de bal. Qui sait, peut-être que ça resservira. Les jours suivants, Mathilde va chez la couturière et se fait faire une robe dans laquelle elle est sublime. Pourtant, elle continue à être triste. Mais qu'est-ce que t'as? Tu l'as ta robe? Oui, c'est que je n'ai pas de bijoux pour mettre avec. Ça va faire misère. J'ai une idée. Ton amie, Jeanne, elle en a plein des bijoux. Tu lui demandes si elle peut t'en prêter un pour la soirée.
Mathilde va voir son amie qui se fait un plaisir de faire étalage de tous ses bijoux. Le regard de Mathilde est tout de suite attiré par un écrin noir dans lequel scintille un collier de diamants. Elle repart avec son trésor chez elle. Arrive le soir du bal. Dans sa robe couleur ivoire avec un décolleté brodé, la rivière de diamants qui plonge dedans, elle est magnifique. Tous les invités veulent partager une danse avec elle, veulent être présentés à elle. Elle passe toute la soirée à danser, à tourbillonner. Elle est dans le triomphe de sa beauté. Mais tout a une fin. Le bal se finit, elle rejoint son mari qui s'est endormi dans un fauteuil. Prévenant, il lui jette sur les épaules son châle de laine. Mathilde, craignant que des femmes en manteau de fourrure la voient, s'enfuit, littéralement. Ils reviennent tous les deux chez eux. Elle est triste, parce que c'est déjà fini. Et lui, il est inquiet, puisque demain matin, il faut se lever tôt, il a peur de ne pas se réveiller. Arrivée chez eux, Mathilde s'approche du miroir pour s'admirer une dernière fois. Elle cherche. Il n'est pas dans les plis de sa robe, il n'est pas dans le châle, dans les plis du châle. Ils font le chemin à l'envers, une fois, deux fois. Mais quel désastre! Quel désastre! Bon, écoute Mathilde, tu vas dire à Jeanne que le collier s'est cassé, le fermoir, et qu'il a fallu l'apporter à la bijouterie pour le faire réparer. Ça va nous faire gagner du temps. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. Le collier est perdu. Il faut le racheter. Ils font toutes les bijouteries, finissent par trouver exactement le même, à un prix exorbitant. Ils l'achètent. Pour l'acheter, ils font un emprunt. Un emprunt qui va compromettre la suite de leur existence. Le jour où Mathilde rapporte le collier de diamants à Jeanne, Jeanne le pose sur le meuble à côté d'elle. Elle ne l'ouvre pas. Elle n'ouvre pas le coffret. Mathilde est un peu contrariée que son amie ne prenne même pas la peine de regarder. Mais en même temps, elle est soulagée qu'elle ne se rend pas compte de la substitution. Commence alors, pour Eugène et Mathilde, une vie faite uniquement de travail, de sacrifice, de frustration. Ils changent d'appartement, ils prennent une seule pièce. Lui prend un deuxième travail le soir. Elle fait des ménages. Cette vie de labeur dure 10 années. Un jour, pour se changer les idées, Mathilde va se promener aux Champs-Élysées. Et là, elle aperçoit Jeanne. Jeanne! Jeanne! Bonjour Jeanne! Mais qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? C'est vrai que pendant ces 10 années,
Mathilde a beaucoup changé. Ses cheveux ont blanchi, son dos s'est voûté, son regard s'est éteint. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est que, pendant ces 10 dernières années, la vie n'a pas été facile. Tu te souviens de ce collier que tu m'avais prêté? Ben, je l'ai perdu. Comment ça, tu l'as perdu? Je me souviens très bien du jour où tu me l'as rapporté. Oui, je t'ai rapporté le même collier. Tu t'es pas rendu compte, hein? Comment ça? Tu veux dire que tu m'as rapporté un collier de diamants? Oui. T'avais pas vu, hein? C'était vraiment le même. Mais enfin, Mathilde, le mien, c'était un faux. Je l'avais eu pour 3 fois rien. Yannick regrette déjà de devoir traverser la lande. À cette heure d'habitude, il est déjà rentré chez lui, mais ce jour-là, il a voulu terminer la fenaison dans le champ du haut, et il n'a pas vu que le crépuscule était déjà bien avancé. Et il faut maintenant rentrer au bourg. Mais le chemin est difficile. Comment le retrouver dans cette obscurité? La lune n'éclaire que par intermittence. Il a froid. Il est seul. Le froid de la nuit le glace. Et ses oreilles ne sont pas habituées à tous ces bruits inquiétants de la nuit. Des bruits inquiétants. Il avance tout de même, et pour éliminer sa peur, il tient sa fourche bien en évidence devant lui. Et plus il avance, plus il entend comme une sorte de musique, comme une chanson. Il ne va pas retourner sur ses pas, ça serait ridicule. Et puis, la chanson l'attire et le conduit finalement jusqu'à un amas de rochers, un chaos. Alors, il se penche avec précaution et regarde derrière le chaos de rochers ce qu'il y a. Et là, sur le sol moussu, il voit une ronde de corrigans qui chantent joyeusement en se tenant la main. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Oh, c'est un peu court, pense-t-il.
Alors sans même y penser, il fredonne. Jeudi, vendredi, samedi. Aussitôt, les corrigans s'arrêtent et les petits lutins l'entourent. Oh, il connaît la suite. Oh, tu vas nous apprendre la chanson. Yannick s'exécute. Oh, ça fait si longtemps qu'on attendait. Oh, il mérite une récompense. Il mérite une récompense. Ah, quelle récompense? Ce que tu veux, tu choisis. La richesse ou la beauté. J'ouvre une parenthèse pour demander à cet aimable public ce qu'il en pense. Que choisiriez-vous? Vous n'avez pas le droit de prendre les deux. C'est la richesse ou la beauté. On fait un petit sondage? Alors, la nouvelle génération, la richesse ou la beauté? La richesse ou la beauté? Oh, ils sont vraiment jeunes. Voyons les plus âgés. La richesse ou la beauté? La beauté. La beauté. Moi aussi. Oh, la beauté. La beauté. Alors, la beauté. On peut prendre la richesse. Bravo, bravo. Alors je ferme la parenthèse et écoutons la suite. Yannick est bien ennuyé. Il est vrai que son porte-monnaie est souvent plat. Mais d'un autre côté, Yannick a depuis sa naissance une bosse dans le dos qui le gêne bien, et particulièrement le dimanche quand il va au bal et qu'il veut courtiser la belle Susan. Il passe toujours en dernier. Serait-il possible que je devienne bien droit? Bah, tu veux qu'on t'enlève ta bosse? Ah oui. Tu ne préfères pas la richesse? Non. Non. Viens, pose ta fourche, viens avec nous. Les petits lutins le prennent par la main et l'entraînent dans une danse qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui dure jusqu'au bout de la nuit. Aux premières lueurs du jour, il lâche les mains. Les petits lutins lâchent les mains. Et voilà. Yannick a la tête qui tourne, il ne sait plus où il en est. Et il se redresse, il se redresse, il se redresse. Il n'a plus sa bosse. Il est heureux comme jamais il n'a été heureux. Le voilà en train de remercier les petits corrigans, mais quand il se retourne, tous les petits lutins ont disparu. Alors il retourne vers sa maison, content comme jamais. Et sur le chemin du retour, le voilà qu'il croise Yvon. Il est tellement content qu'il n'hésite pas à s'arrêter pour parler
à Yvon. Il est vrai qu'Yvon, lui aussi, porte une bosse. Et à eux deux, ils sont les deux bossiers du bourg. Quand il le voit, Yvon s'arrête, suffoqué. Car il faut qu'on vous dise pourquoi d'habitude Yannick ne parle pas à Yvon. C'est que Yvon est connu pour son avarice et son mauvais caractère, alors que Yannick est connu pour sa générosité et sa bonne humeur. Yvon se moque. Qui es-tu, toi? Tu ressembles à Yannick. Mais es-tu son frère? Ben non, je suis Yannick. Il y a tromperie. Il y a tromperie. Qu'as-tu fait de ta bosse? Mais je l'ai perdue. Et comment t'as fait pour perdre ta bosse? Ah, si je te le dis, qu'est-ce que tu me donnes? Oh, vous autres, donnez, donnez, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Quoique... Bon, je t'ai prêté 5 sous à la dernière foire, on va dire que c'est oublié. Juré? Juré. Et Yannick raconte tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Il raconte tout exactement comme il a fait. Yvon l'écoute et dans son fort intérieur, il se dit « Quel sot! Il a choisi la beauté, mais quel sot! Quel stupide! Moi, à sa place... » Et cette petite phrase fait son chemin dans son esprit. Alors, la nuit suivante, Yvon, armé de sa fourche, s'en va sur la lande, espérant que cette fois, les corrigans sont bien au rendez-vous. Et il arrive sur la lande, et les petits corrigans sont toujours bien là. Et il chantonne et il fredonne. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Eh bien, heureusement que personne n'est passé avant moi, parce que le choix n'est guère possible. Alors bien fort, il ajoute... Quand les petits corrigans reprennent la ritournelle, et dimanche, les petits corrigans l'entourent et le même dialogue reprend. Oh, il connaît la chanson en entier et il mérite une récompense. Quelle récompense? Ben, celle que tu veux, celle que tu veux. Alors, Yvon dit, hier vous avez proposé à Yannick de choisir ou la richesse ou la beauté. Moi, Yvon, je prendrai ce qu'il a laissé. Les petits corrigans ne disent rien, le prennent par la main. Et la ronde infernale dure toute la nuit. Arrivés aux premières lueurs du jour, ils lâchent la main et disparaissent. Pour Yvon, c'est le moment de la récompense.
qui vont à gagner 2 bosses. Dans ce village vit un cordonnier. Une modeste maison, un joli jardin, son petit atelier. De l'autre côté de la rue se trouve un commerçant. Belle bedaine, beaux habits. On vous soigne. Ce monsieur est riche, très riche. Et plus il est riche, plus il s'enrichit, vous voyez. Et oui, il est riche et il prête de l'argent. Ah oui, il prête, hein, ceux qui ont besoin, il prête. Mais voilà, il faut lui rendre au centuple, 100 fois plus. C'est un usurier. Aussi, votre cordonnier se promet-il de ne jamais demander de l'argent à ce commerçant. Jamais je n'entrerai dans ce jeu-là. Voilà, 15 jours. Voilà, vous connaissez le loyer, l'URSSAF, les impôts, la taxe foncière, enfin tout y est, tout s'y mêle, et ce pauvre homme doit de l'argent, il est en dette. Et voilà que les huissiers viennent à sa porte. Il est bien embarrassé. Il traverse la rue, il va voir le commerçant, qui lui le reçoit. Oh, mon pauvre ami, je suis affligée de te voir dans cet état, mais tu sais, je peux te prêter tout l'argent dont tu as besoin. Tu me le rendras à la fin de la semaine. Soit. Le cordonnier endosse sa lettre. Et il travaille, et il travaille. À ressemer ses souliers toute la semaine, toute la semaine. À la fin de la semaine arrive, malheureusement, il n'a pas réussi à gagner tout ce qu'il doit au commerçant. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et voilà qu'il doit de plus en plus d'argent. Et il en arrive à devoir 1000 fois ce qu'il a emprunté. Le commerçant vient me trouver. Mon ami, tu vas devoir me rendre l'argent que je t'ai prêté. Sinon, je pourrais me servir sur ton jardin, ta maison, ton échoppe. Le pauvre cordonnier est effondré. Il prend sa tête dans ses mains. Il est à bout. Sa fille arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Alors le cordonnier lui raconte son histoire. Ne t'inquiète pas, mon père. Je vais négocier ta dette. Alors la fille monte à sa chambre. Elle s'habille d'une jolie robe sobre, traverse la rue et va voir le commerçant. Celui-ci est dans son jardin, en train de se prélasser au soleil, dans sa chaise longue. Dès qu'il voit la fille arriver au portail du jardin, il a un désir.
Bon, t'amènes? Il n'y a pas de bon vent, dit-elle. Je viens négocier la dette de mon père. Oh, enfin, voyons, ne le prends pas sur ce ton, Adèle. Veux-tu, nous allons jouer à la table. Je te propose un petit jeu. Je vais prendre un petit sac, tu vois, et je vais y mettre 2 cailloux. Un caillou noir et un caillou blanc. Toi, tu n'as qu'à fermer les yeux, tu plonges ta main dans le sac et tu tires un caillou. Si le caillou que tu as pris est noir, ton père ne voit plus rien et tu retournes chez toi. Si le caillou est blanc, ton père ne voit plus rien et tu restes vivre avec moi. D'accord, dit la fille. Alors le bonhomme se penche par terre, ramasse 2 cailloux et les met dans le pochon. La fille n'avait pas les yeux dans sa poche. Elle voit que le commerçant ramasse 2 cailloux blancs. Elle ferme les yeux, plonge sa main dans le sac, sort un caillou. Oh, que je suis sale, je l'ai fait tomber par terre. Mais enfin, dit le commerçant, enfin maintenant, comment je vais savoir lequel tu as choisi? Ben, regarde dans le sac, celui qui reste. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un intermède. Les jeunes pourront se dégourdir un petit peu. Et puis, je m'adresse un petit peu aux autres personnes. Je voudrais faire un hommage à un artiste génial. Et vous me dites si vous le connaissez, Monsieur Raymond DeVos. Alors, je ne vais pas faire aussi bien que Raymond DeVos, mais enfin, vous serez indulgents. Il faut que je me place comme il faut. Hein. Je viens de voir sur un mur une inscription. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Oui, c'était écrit. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. On me place devant un choix. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Bon, chacun prend ce qu'il veut hein, dans l'histoire que nous racontons. Mais il est plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. On nous place devant un choix. Peut-être que d'autres personnes voudraient faire autre chose. Déjà, il est plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. Déjà, pour faire la guerre, il faut faire une déclaration. Pour faire l'amour aussi, mais il est plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. Dans l'histoire de France, il y a des exemples.
J'espère que vous connaissez bien votre histoire de France. À Domrémy, il y avait un jeune berger. Il était amoureux d'une jeune bergère qui s'appelait Jeanne. Il voulait faire l'amour. Elle ne voulait pas, elle voulait faire la guerre. Elle est devenue pucelle à Orléans. On ne peut pas dire de Jeanne que ce soit l'amour qui l'ait consumée. D'ailleurs, si on fait l'amour, c'est pour satisfaire les sens. Et c'est pour les sens qu'on fait la guerre. D'ailleurs, la plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps que de la risquer sous les drapeaux. C'est un jour de chaleur torride. Lièvre s'arrête dans l'ombre d'un baobab. Il s'assied sur son arrière-train. Il soupire baise. Il regarde au loin la brousse, les herbes jaunies, couchées sous le vent brûlant. Oh, baobab, mon ami, que ton ombre est douce, fraîche et légère, et que je me sens bien assis là à tes pieds. Il lève la tête vers les branches puissantes de l'arbre. Les feuilles bruissent et frissonnent de plaisir d'avoir entendu son compliment. Lièvre rit de les voir contentes. Et puis, il plisse le museau pris d'une humeur taquine. Baobab, mon ami, ton ombre est délicieuse, c'est vrai. Certainement meilleure que ton fruit, que je vois pendre là au-dessus de ma tête comme une outre d'eau tiède. Le baobab, dont l'âme s'était ouverte aux paroles amicales de Lièvre, est un peu froissé. Il se pique au jeu et fait tomber son fruit dans une touffe d'herbe juste au pied de Lièvre. Lièvre le flaire, l'ouvre, le goûte. Excellent, succulent. Il le dévore en entier et se pourlèche les babines. L'arbre, en attendant le verdict de son nouvel ami, s'est presque arrêté de respirer. Tu as raison, ami baobab. Ton fruit est délicieux, aussi délicieux que ton ombre. Il est repris par son humeur taquine. Certainement meilleur que ton cœur, que j'imagine dur comme de la pierre.
le baobab est pris d'une émotion extraordinaire, une émotion comme il n'en a jamais ressenti. Ouvrir son cœur, dévoiler ses beautés les plus secrètes à ce petit être fragile et amical. Oh oui, il en a le désir, mais quelle peur aussi. Et lentement, il entr'ouvre son écorce. Et devant les yeux émerveillés de lièvre se déversent des colliers de perles fines, des tissus brodés d'or, des sandales tissées de pierres précieuses. Lièvre, les yeux arrondis par la surprise. Merci, Baobab. Merci. Tu es le plus merveilleux, le plus magnifique des arbres. Tu es le plus généreux des amis. Il ramasse son trésor et s'en va, bondissant vers son terrier. En chemin, il croise la hyène. Du plus loin qu'elle l'aperçoit, ses yeux s'ouvrent d'envie, de jalousie. Elle court vers lui. Mais lièvre, où as-tu pris ce trésor? Lièvre, encore tout ébloui, tout ému, lui raconte en détail tout ce qui s'est passé au pied du baobab, sa conversation, son amitié. La hyène écoute à peine la fin de l'histoire. Elle court aussi vite qu'elle peut, les yeux agrandis par l'avidité et la cupidité. Arrivée tout essoufflée au pied du baobab, elle joue le jeu de lièvre. Et le grand arbre, encore tout heureux de sa rencontre avec lièvre, prend plaisir à lui donner la fraîcheur de son ombre, la musique de ses feuilles, la saveur de son fruit et la beauté de son cœur. Mais quand l'écorce s'entr'ouvre, la hyène bondit dans le tronc de l'arbre comme sur une proie. Elle fouille le cœur de l'arbre en grognant. Je veux tout de toi, et des griffes et des crocs. Je veux ton cœur en entier, et je veux aussi tes entrailles, jusqu'à tes racines, je veux tout. L'arbre, blessé, déchiré, pris d'effroi, se referme brutalement. La hyène n'a que le temps de s'enfuir, déçue, rageuse, frustrée. Et c'est depuis ce temps que la hyène fouille les entrailles des bêtes mortes à la recherche de son trésor perdu, toujours déçue, sans jamais sentir la fraîcheur de la brise ou la caresse du vent. Le baobab n'a plus jamais ouvert son cœur à personne. Il faut le comprendre. Il a peur. La blessure qu'on lui a faite est invisible, mais inguérissable. Et nous, les hommes, pourquoi notre cœur ne s'ouvre-t-il que si rarement et si petitement? De quelle hyène nous souvenons-nous?
C'est un vieux fleuve perdu dans les sables du désert. Oh, je me souviens. Je suis descendue de la montagne, en bondissant, en caracolant sur les rochers. Je me souviens, j'ai traversé des plaines, des villes, des forêts, calmes, larges, fières. Mais quel mauvais sort m'a amené ici, au milieu de nulle part, où il n'y a plus de chemin pour moi. Comment traverser ces étendues désertiques qui semblent infinies? Il essaye d'avancer encore un peu. En vain. Il se décourage, il se désespère. À ce moment, il entend une voix. Elle vient des sables. Le vent traverse le désert. Le fleuve peut en faire autant. Oh, je ne sais pas voler, moi. Je ne suis pas le vent. Fais confiance au grand souffle du vent. Laisse-toi absorber. Laisse-toi emporter. Faire confiance à l'air, cette espèce de chose invisible, impalpable, mais je ne peux pas. Je suis un terrien, moi. J'ai l'habitude de créer des vagues, des courants, des cascades. Enfin, du solide. Je ne peux pas concevoir ma vie sans continuer à traverser des paysages sans cesse différents. La vie est métamorphose. Le vent t'emportera au-delà du désert. Il te laissera retomber en pluie. Tu redeviendras rivière. Soudain, le fleuve a peur. Je veux rester le fleuve que je suis aujourd'hui. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dis cela parce que tu as oublié qui tu es vraiment. Tu as maintes fois été emporté par le vent. Tu as vécu dans les nuages au milieu des oiseaux. Tu es redescendu sur terre pour à nouveau gambader, courir, ruisseler. Le fleuve reste silencieux. Un souvenir comme un parfum, la fleur. Oh, et si ce rêve était imaginaire? Et son cœur lui dit, et si ce rêve était maintenant ton seul chemin de vie? Au soir, il se fait brûler. Craintif, il attend le vent qui l'emporte. Là-haut, dans les nuages, au milieu des oiseaux, il se sent comme chez lui. Il rit de bonheur.
très loin, au-dessous de lui, les sables murmurent. Oh, il va pleuvoir là-bas. De l'herbe va pousser. Une rivière va naître. Nous savons cela. Nous savons tous des 1000 visages de la vie, nous qui sommes tous semblables. La voix sans cesse parle, comme la mémoire du monde, le conte des sables est infini. Merci beaucoup, Camille. On fait les présentations. Oui. Alors, Olivier, Pascal, Marcel, Hélène, Michel, notre formatrice, et Catherine. Et nous sommes l'atelier conte d'une association qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris, qui s'appelle la CERMA, et qui est dans la réinsertion par la culture et l'entraide, la solidarité, de personnes souffrant de maladies addictives, pluriel, on a trouvé plusieurs. Et voilà. Et Qui nous a permis de se rencontrer. voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on fait ensemble nos ateliers avec Michel qui nous guide dans l'art de raconter. On va vous faire passer un chapeau qui sera dans le On partagera entre la CERMA et la société de café associatif. Voilà. Et puis si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'un atelier de conte, qu'est-ce qu'on y fait, eh bien on vous écoute et je vous répondrai. Sur les comptes, on a raconté. Oui, on peut faire une autre chanson. On va vous faire une petite chanson. Voilà. Une chanson pour le genre, un petit peu sur féministe, sur Catherine, on va. C'est un chant d'origine bretonne qui est sur l'histoire des sardinières des Bornéo. On avait marre d'être assis. Je peux se lever du boulot si vous êtes peut-être ça nous ferait bien de découvrir le chant. Voilà. À 12 ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant elle rentre à l'usine. À 12 ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant elle rentre à l'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les têtes sardines. Malgré leur travail, nous garde salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, nous garde salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble, les femmes se lèvent, à plusieurs regrets, elles se mettent en grève. Un jour tout ensemble, les femmes se lèvent, à plusieurs milliers, elles se mettent en
l'air. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez brander leur colère, écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Écoutez, mais leurs sabots, ce n'est pas fini de leur colère. Écoutez, mais leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaire. À l'heure du matin, les femmes sont fières. Dans la ville rouge, on est solidaire. Et de leur victoire, les femmes sont fières. Et